Émission 945. Cette semaine, Mélanie Laroche et le FBDM. De Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Même pas de notes, la cassette embarquée tout de suite. Si vous écoutez les mystérieux étonnants cette semaine, je fais mon cycle. En fait, je poursuis mon cycle dédié à des entrevues. Ben, cette semaine, je dois le dire, là, on va l'avouer, là, c'est une amie, c'est Mélanie Laroche. Elle est directrice générale du Festival BD Montréal, le MECAF. Fait qu'on se connaît depuis à peu près presque une dizaine de... Plus que 10 ans? Oh my God, on est rendu vieux, Colin. Puis je trouve ça super intéressant parce que l'événement s'en vient les 15, 16 et 17 mai prochains sur Saint-Denis, entre Guildford et Roy. Et là, tu t'en vas représenter le Québec à l'étranger dans pas long. C'est demain, je pense, que tu quittes, là. On quitte demain soir avec une délégation de plus de 10 BDistes. On s'en va au festival BDphile de Lausanne pour mettre la BD québécoise à l'honneur. C'est génial. Fait que tu vas rejoindre notre ami Laurent Boutin, qui est déjà là-bas, d'ailleurs. Exactement. En train de se goinfrer dans la fondue au fromage. Je l'ai vu sur Instagram. Ça commence. Là. Et des visites de fabriques de chocolat aussi. Fabrique de chocolat et le musée de Giger aussi. Fait que c'est toute une visite de la Suisse dans tous ses aspects. Écoute, c'est une histoire d'amour avec les Mystérieux Étonnants puis le FBDM. Je pense qu'on a été là tout au long des ce qui sera la 15e édition prochainement. Je me souviens des premières années au Parc La Fontaine, alors qu'il pleuvait, puis c'était la seule fois que j'ai vu de la pluie en diagonale qui a atteint tous les livres des gens qui étaient présents sur place dans le temps que c'était à l'extérieur, mais qui n'avaient pas vraiment d'abri. Là. L'abri n'a pas fonctionné. Donc, ça fait 15 ans qu'on voit que le festival évolue, transforme, change. Je pense que il y a eu des grosses années dans les dernières années. On a passé une pandémie, t'es arrivé. Fait que c'est une conversation surtout là-dessus, sur toi, sur le festival, sur la BD. On s'entend, là, t'es dans le milieu toi aussi depuis longtemps. Puis ça va être ça. Fait que relax. Merci de l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. C'est tellement dernière minute en plus. Là, je trouve ça cool de pouvoir parler avant que tu puisses, avant que tu quittes. Puis que là, ça va être vraiment le gros bordel quand tu vas revenir. Parce que c'est beaucoup de préparation l'événementiel. Je pense que les gens ne soupçonnent pas à quel point c'est énormément de travail. Je te confirme que la plupart des gens ne soupçonnent pas tout le travail qui va derrière l'organisation d'un festival comme le Festival BD de Montréal. Yes. C'est ta dernière édition, d'ailleurs, si tu donnes le flambeau après. Oui. T'es arrivé, tu me disais juste avant l'enregistrement, il y a 4 ans et demi à peu près. Donc, tu as hérité du festival à peu près en 2022. Exactement. Donc, j'arrivais pour la première édition sur Saint-Denis. Mm-hmm. Donc, à la sortie de la pandémie, Joanne Desrochers, qui était la directrice générale à l'époque, donc m'a passé le flambeau lors de cette édition-là. Donc, j'ai pu la vivre comme première édition de l'intérieur. J'avais donné un petit coup de main un peu plus au niveau logistique, justement. On apprenait... On apprenait à s'installer sur Saint-Denis. C'était une première fois. On avait frappé de la pluie pendant le montage aussi. J'étais trempée de bord en bord. Mais ça a été vraiment une expérience mémorable. Puis c'est là qu'on a vu aussi l'impact que ce changement de lieu pouvait amener pour le festival. Puis je pense que personne savait à quoi s'attendre en allant s'installer sur Saint-Denis, mais on a eu le plus beau des cadeaux, la plus belle des surprises. Puis l'impact que ça a eu, on est passé de 12 000 personnes au Parc La Fontaine avant la pandémie. Ouais. L'an dernier, 90 000 personnes malgré la pluie. Donc, on se dit, cette année, on attend juste du beau temps. Plus de 100 000 personnes qu'on espère avoir sur Saint-Denis pour cet anniversaire. C'est fou, hein, 100 000. Écoute, je me souviens, il y a 15 ans, c'était même pas ça. Même au Parc La Fontaine, qu'on trouvait assez central comme place pour recevoir des gens, là, on parle de presque 100 000 personnes qui risquent de se retrouver là. Durant le week-end. Est-ce que tu étais présente quand le choix a été fait de bouger vers Saint-Denis? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui a motivé ce déplacement-là sur Saint-Denis? La décision était déjà prise, mais il y avait entre autres des travaux qui se préparaient pour le Parc La Fontaine. Avec les années de pandémie, il y a eu des éditions qui étaient en virtuel, mais il y avait toujours l'espèce de désir de voir est-ce qu'on pourrait faire quelque chose en personne. Donc, je sais qu'il y avait eu des discussions pour peut-être s'installer dans des commerces vacants de la SDC pendant les années 2020 et 2021, puis finalement, ça s'était pas passé. Donc, je pense que l'invitation demeurait après, puis il y a eu ce désir-là, donc avec la SDC rue Saint-Denis, de faire cette collaboration-là là, pour l'organisation du festival sur la rue. Oui, donc, je pense que ça donnait un nouveau souffle aussi, je pense, au festival. Pas qu'il s'essoufflait, là, mais le fait qu'on bouge de place, qu'on va dans quelque chose qui est beaucoup plus central, ça
permet aussi d'attirer comme les curieux, les gens qui étaient pas au courant que le festival existait. T'as-tu vu cette énergie-là émerger quand vous êtes déplacé, justement, cette nouvelle mouvance-là? Tellement. Puis c'est ça qui est formidable avec Saint-Denis. Donc, tu sais, on est conscient que il y a une partie du public qui vient fidèle au poste pour le festival, qui ont hâte, qui viennent rencontrer les BDistes, mais ça nous permet vraiment d'attirer beaucoup de curieux. Quand c'était au Parc La Fontaine, mais c'était 3 gros chapiteaux dans un coin. Si t'étais le moindrement gêné, c'était plus difficile. Intimidant, hein, je pense. C'était plus intimidant. Même moi, les premières fois que j'étais allée comme public, avant de faire partie de l'organisation, je me souviens que c'était loin. J'étais comme, c'est-tu vraiment là? Est-ce que je vais déranger? Est-ce que j'ai d'affaires là? C'est ça. Est-ce que je suis la bienvenue? Alors que là, je pense que c'est vraiment une invitation à ciel ouvert à venir célébrer la bande dessinée sur Saint-Denis. On a de plus en plus de gens, que ça soit du quartier ou même de l'extérieur de Montréal, qui viennent pour ça, qui l'attendent impatiemment. Puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui me touche plus que quand je croise quelqu'un, ils sont comme « Ah, tu fais quoi dans la vie? » Puis je suis comme « Ah, je travaille pour le Festival BD de Montréal. Ah, j'aime tellement ça, ça, j'ai hâte, ça s'en vient bientôt. » Hein? Fait que tu sais, dès qu'on a cette espèce de petit engouement-là qui apparaît à droite puis à gauche avec des gens qui sont pas du milieu, c'est toujours un plaisir. Ouais, parce que nous autres, on baigne dedans, on côtoie des gens qui en font de la BD, qui sont dans le milieu depuis des années, mais là, quand c'est des gens qui sont plus des néophytes ou peut-être des... Parce que ce que je trouve hot du FBDM, c'est qu'il y a autant le côté familial, tu sais, tu peux y aller avec tes kids, mais t'as aussi des gens qui sont comme toi puis moi, des adultes ou des jeunes adultes, encore une fois, qui découvrent la BD, les nouveaux titres. Tu sais, c'est vraiment un événement qui est très rassembleur, ce qui est très unique. Tu sais, le Comic-Con, c'est une chose, j'aime beaucoup le Comic-Con, mais on dirait que c'est encore plus pour les élus, tandis que le FBDM, on dirait qu'il y a cet aspect-là qui est ouvert à tous. Oui, puis je pense que c'est quelque chose sur lequel on essaie de miser beaucoup, sur lequel, tu sais, dont on est fier, tu sais, tout le côté de découverte, puis ça va autant pour, justement, des férus de BD qui, à chaque année, voient notre programmation, puis c'est comme, c'est qui ces personnes-là? Viens les découvrir. Venez les découvrir, ils sont là. Justement, on essaie de, tu sais, oui, on essaie d'accrocher des gros noms de l'international, mais on essaie aussi de faire venir des gens qu'on ne connaît pas nécessairement pour favoriser les découvertes. Notre parcours est conçu pour que tu aies des grosses maisons d'édition à côté d'artistes indépendants, pour que dans ton parcours, tu sais, peu importe ce que tu cherches, tu vois ça et plus encore. Donc, tu sais, on avait réalisé un petit sondage il y a quelques années, puis c'est 95% des gens qui disaient avoir découvert au moins un ou une nouvelle artiste pendant le festival. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose, tu sais, dont on est particulièrement fiers, puis qu'on aime pousser. Puis un peu de la même manière, tu sais, il y a des gens qui sont fans de BD qui viennent avec, tu sais, leurs objectifs. Il y a des gens qui tombent par accident là-dessus. Il y a des gens qui redécouvrent la BD. Moi, je fais partie des gens, justement, quand on s'est rencontrés environ il y a 10 ans, ben, j'ai rencontré un cercle d'amis qui évoluait dans le milieu de la bande dessinée. Puis c'est un peu comme ça que j'ai redécouvert la BD à l'âge adulte aussi. Fait que, tu sais, c'est ouvert à plein de types de gens, puis pas juste des gens qui trippent ou qui consomment beaucoup de BD à l'année, là. Puis, en fait, je vais te poser une question parce que même si ça fait 10 ans, j'arrête pas de le dire, ça, qu'on se connaît, il y a... je sais pas comment t'as fini par aboutir à la direction du FBDM, j'en ai aucune idée. Je sais qu'à un moment donné, t'as été annoncé, je le savais pas, j'ai pas eu de spoilers, rien. Ben oui, ça fait du sens, ça fait absolument du sens, mais j'ai aucune idée comment t'as fini par être directrice. Quand, dans le fond, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai rencontré à peu près à la même époque la gang du studio Lunac, donc Gab, Gauthier, à l'époque où est-ce que justement le studio des Mystérieux était là, au studio Lunac. Puis en même temps, j'avais rencontré Olivier Carpentier dans un autre contexte. On s'est rendu compte que tout le monde se connaissait. Je travaillais dans la bâtisse du studio Lunac, donc j'ai commencé à me tenir là sur mes heures de lunch en soirée. Je savais même pas que t'étais là. J'allais faire des siestes sur le divan de Cab avec Rapide au cœur à l'époque, des fois. Donc, j'étais beaucoup dans le coin, puis un peu avant la pandémie, je me suis ramassée dans une job en technologie où est-ce que j'avais pas de plaisir. Puis quand l'affichage de poste pour le festival est apparu, ben j'ai entre autres Olivier qui me l'avait fait suivre, qui était comme, semble ça t'intéresserait ça. Puis tu sais, je lisais l'affichage, puis j'étais comme, ben voyons donc, c'est beaucoup de compétences que j'avais déjà, c'est beaucoup de choses qui m'allument dans la vie, c'est un poste vraiment touche à tout. Puis c'est quelque chose qui me fait plaisir dans mon contexte de travail. Donc j'ai appliqué, puis avec toute la petite nervosité là, quand t'appliques pour un emploi qui te tente, qui te passionne, ben j'ai été chanceuse, j'ai été choisie, et après ça, ben ça a été un méga coup de cœur, là. Je peux pas dire autrement, ça a été vraiment une job de passion à laquelle j'ai donné tout ce que j'ai pu, là. Qu'est-ce qui fait maintenant que tu veux quitter? Est-ce que t'as l'impression que t'as fait le tour, que t'as amené la nouveauté que tu voulais? Qu'est-ce qui fait que tu quittes là, maintenant?
Je dirais qu'il y a plusieurs petites raisons, mais principalement, je suis arrivée à un bout où est-ce que j'ai l'impression que j'ai donné ce que je pouvais donner au festival. Donc, ça a été des très grosses années où est-ce que j'ai accompagné justement le festival dans cette période de très forte transition. Ouais. Donc, on est passé d'une équipe qui était petite à une équipe qui est toujours petite, mais qui gère un bien plus gros festival avec une logistique, une complexité, un nombre d'exposants, d'artistes qui est beaucoup plus grand. Le fait que c'est, j'allais dire sur la longueur, mais que c'est plus éloigné, les spots sont plus éloignés, ça doit amener toute une complexité logistique qu'on peut même pas s'imaginer. Au Parc La Fontaine, c'était concentré. Là. Ça vient avec son lot de défis. Puis les gens nous demandent souvent, ça pourrait pas être plus concentré, ça pourrait pas être plus condensé, il pourrait pas avoir des chapiteaux des deux côtés. J'ai plein de bonnes réponses pour vous, parce qu'on y a pensé, croyez-y, quoi. Donc, la raison pour laquelle on est principalement du côté ouest pour les exposants, c'est que la première année, on était du côté est, les gens avaient le soleil en plein visage. Il y a des gens qui avaient pogné des coups de soleil à faire leur dédicace. Donc, on a appris de notre erreur, on les a mis du côté ouest l'année suivante. Ensuite de ça, si on veut rester tous les ans du côté ouest, faut aussi s'entendre avec les commerces qui tiennent pignon sur rue, qui nous accueillent. Donc, si nos chapiteaux cachent complètement les boutiques, les magasins, les vitrines, ça leur donne pas trop envie qu'on vienne s'installer chez eux. Donc, on essaie de faire attention de pas s'installer devant des vitrines le plus possible. Ouais. Donc, pour permettre aux gens et de voir les commerces et de voir les exposants. Donc, dans le choix des chapiteaux, il y a vraiment cette considération-là. Là, on refait le tour à chaque année pour être sûr qu'on tient compte des nouveaux commerces qui s'installent. On a aussi énormément en tout cas des rencontres très importantes avec les services d'urgence de la ville. Donc, tous nos plans doivent être vérifiés, approuvés. Donc, non seulement par les pompiers, il y a les ambulanciers qui regardent, il y a les services antiterroristes aussi. Donc, cette année, qui nous ont appris que nous n'étions pas qu'une simple piétonisation, on était rendu vraiment gros. Donc, on avait besoin de sécuriser notre site de manière encore plus grande avec des petites complexités supplémentaires, là, ce que ça nous demande. Pour donc, éviter, mettons, les véhicules béliers, ce genre de choses-là. Ouais. Ah ouais, c'est fou qu'on doit penser à ça. Donc, prévention le plus possible. La dernière chose qu'on veut, c'est des surprises comme ça au festival. Oui, je t'avoue qu'en 2 dédicaces, ça me tente pas de me tasser pour pas me faire écraser, mettons. Là. Puis parlant de pas vouloir se faire écraser, un des beaux défis qu'on a eu dans les dernières années, c'est le détour du rêve aussi. Ah oui, la piste cyclable, ouais. Je t'avouerais que ça a été un enjeu. Je pense qu'il y a une des années, je sais pas si ça avait été coupé, parce que moi, j'ai failli me faire... passer dessus par un vélo qui passait à toute vitesse. Là. La première année, on avait essayé de le laisser ouvert en mettant un peu de clôture pour venir protéger, en mettant des cordes à certains endroits. Mais on le voyait, le rêve, c'est pas juste une piste cyclable, c'est l'autoroute des vélos. Donc, les gens arrivaient à pleine vitesse. Donc, dans les années suivantes, on a essayé de faire un détour. On a essayé d'améliorer le détour. Donc là, ça passe par Henri-Julien. Cette année, on vient en plus visser les cônes au sol pour venir vraiment sécuriser davantage le parcours puis que ça soit le plus agréable possible pour les cyclistes. Fait que c'est tous des efforts qu'on fait pour s'améliorer d'une année à l'autre, de rendre ça agréable pour toutes les parties prenantes, donc autant les gens qui viennent au festival que les gens donc qui sont à proximité, qui vivent à proximité. Puis on essaie de faire, c'est ça, d'être du bon voisinage, comme on dit. C'est bon. Tu as dit tantôt que tu avais amené ce que tu pensais à l'événement, ce que tu pouvais à l'événement. C'est quoi une des choses que tu penses que tu as donné au FBDM que là, la prochaine génération va pouvoir prendre et l'amener de l'avant? J'ai quelques éléments dont je suis particulièrement fière. Puis dans tous les cas, le premier va sembler vraiment simple, mais c'est d'avoir aidé à porter ce festival-là à bout de bras avec Virginie Monreno les dernières années. Jusqu'à environ il y a un an, on a travaillé à 2 ou 3 personnes à l'année seulement au festival. Puis pour la taille de l'événement, ce que ça demande, ça a été un travail colossal là, pour notre très petite équipe. 3 personnes. Là, même si l'événement est une fois par année, on a l'impression que ça se passe comme quelques mois avant. Non, c'est une question d'une année là, de préparation. Là. Plus qu'un an même. Donc là, je m'apprête à déposer la première demande de subvention pour le festival 2027. Donc, je dépose ça cette semaine. Exactement. Mais dans tous les cas, j'ai un attachement au festival. Donc, tu sais, je me sauve pas en courant non plus. Je m'assure qu'on ait une belle transition, que les choses soient bien placées. Tu sais, j'ai envie que ça continue de grandir, de croître. Mais, tu sais, sinon, dans les choses dont je suis fière, la création du jury BD-List Jeunesse Québec. Donc, on avait un BD-List Québec. Il n'y avait pas de BD-List jury Jeunesse Québec. Puis, je pense que la production qui se faisait, donc méritait d'avoir, elle aussi, sa plateforme pour être mise de l'avant. On peut pas comparer un album jeunesse avec un roman graphique ou en tout cas une BD plus grand format. C'est pas la même quantité de travail. Tu compares deux choses complètement différentes. C'est 2 approches différentes complètement. Exact. Donc, c'est important d'avoir des prix distincts pour ça.
Sinon, une des choses dont je suis fière, on a été le premier événement à se positionner contre l'utilisation d'intelligence artificielle générative. C'est un enjeu très important dans l'édition au Québec en ce moment. Là, on voit qu'il y a des manifestations dans les salons, dans les congrès, dans les Comic-Con, les salons du livre. C'est très, très, très présent. C'est ça. Donc, nous, à l'automne 2023, on avait déjà pris position, on avait déjà mis des clauses dans notre remise de prix BDListe, justement, pour venir encadrer ça. Ce qu'on voulait, c'est vraiment célébrer l'art fait par les humains. C'est fucked up qu'on doit dire ça aujourd'hui. Absolument. Hein? L'art fait par des humains. Le reste devrait pas s'appeler de l'art, mais bon, ça, c'est autre chose. Quel futur de merde. Il y a des petites exceptions. Il y a des gens qui font de l'art par intelligence artificielle, mais avec une réflexion, un travail, qui vont jouer avec des algorithmes. Mais quand on parle de l'intelligence artificielle générative, de base, ce qu'on voit, des prompts insérés justement dans un outil qui viennent reproduire l'œuvre de quelqu'un d'autre sans avoir libéré des droits, sans avoir demandé de permission, ben ça, pour moi, ça fait pas de sens. Oui, ça n'a rien à voir avec les installations de type interactif, avec de l'art génératif ou des particules ou ce genre de son génératif qui peut être fait à partir d'algorithmes qui détectent ton mouvement. Ça, c'est autre chose. Là. On n'est pas dans cette zone-là. Là. On n'est pas entièrement IA. L'IA de son utilité, mais dans l'art, c'est drôle parce qu'on parle de ça, mais je pense pas que c'est du tout alarmiste. L'art généré par intelligence artificielle a déjà fait son apparition dans l'édition. On le voit au Québec. On ne parle pas des Américains nécessairement. Là. On ne nommera pas de nom, mais... Non, il y en a. Il y en a, non. C'est pas de mettre personne sur le bûcher, mais c'est déjà présent. Donc, le festival a déjà pris position dès 2023. C'est quand même quelque chose. Précurseur quand même, sans le savoir. Une époque où Midjourney, je pense, avait commencé à faire son apparition. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais dans tous les cas, je pense que une des choses qui va avoir teinté mon parcours au festival, c'est clairement le fait que j'arrivais d'amitié ou de côtoyer des BDistes. Donc, c'est sûr que dans mes réflexions, ces discussions-là que j'avais pu avoir, ces échanges-là, ça a fait de moi aussi la directrice générale. Je pense que j'ai été, c'est sûr que ça a teinté plusieurs de mes décisions. Puis, on a essayé justement de revoir la programmation professionnelle pour en faire... comme j'aime l'appeler, un peu plus du geek talk, tu sais. J'avais envie que si on faisait une classe de maître avec, exemple, Tim Probert qui est venu il y a quelques années, qu'on puisse aller voir comment il travaillait ses layers dans Photoshop, qu'on puisse aller voir quel brush il utilise, d'avoir justement des artistes aussi, des fois, qui interviewaient ces personnes-là pour être capables, justement, d'aller les travailler un peu plus que ce qu'on aurait dans une entrevue ou une classe de maître qui aurait pu être plus grand public. L'an dernier, c'est Jake qui a interviewé Denis Rodier pour une classe de maître sur l'ancrage. J'en ai entendu parler. J'étais pas là malheureusement, mais oui, j'en ai entendu parler. Donc, d'avoir ces genres de petits moments-là d'échange où est-ce qu'on peut venir creuser un peu le sujet. Fait que là, cette année, ce sera Boulet qui sera notre invité pour la classe de maître. C'est quelqu'un qui a une œuvre colossale, qui a su s'adapter, qui a utilisé les médias à son avantage et tout. Puis on avait envie justement d'aller creuser un peu la question de, comment constamment se réinventer, s'adapter dans un monde comme celui de la BD. C'est drôle parce que tu me pousses vers ma prochaine question parce que tu parlais de Denis et de Jake. Là, si Denis, tu m'écoutes, je suis désolé, c'est pas un diss en ta direction. Tu sais que je t'aime beaucoup. Puis moi aussi, je t'aime beaucoup, Denis. J'adore Denis. J'adore Jake aussi. Mais tu sais, on dirait qu'il n'y a pas ce tabou-là de l'âge tant que ça dans le milieu de la bande dessinée, dans le sens que des vieux auteurs ou des plus vieux auteurs d'expérience peuvent parler à des plus jeunes. Puis on dirait que c'est comme juste la même famille ou communauté. Je l'ai pas tant senti, moi, l'espèce de disparité entre les générations. Je sais pas pour toi. Mais je dirais qu'à Montréal, on le sent probablement moins qu'ailleurs. Si tu parlais à des gens à Angoulême, peut-être qu'ils le sentiraient différemment aussi. Mais là, je parle du Québec. Mais au festival, à Montréal, au Québec, il y a quand même une belle camaraderie. Il y a des beaux échanges aussi qui se font. Puis, tu sais, je sais que nous, même au travers des choix par rapport aux rencontres qu'on crée dans les tables rondes, dans les conversations dessinées, il y a un gros travail qui est fait de Virginie au niveau de la programmation avec Jennifer puis le reste de l'équipe de prog pour avoir ces rencontres-là entre des artistes plus établis, des artistes émergents, des plus jeunes, des gens un peu plus âgés, des gens qui viennent de l'auto-édition, des gens qui ont été publiés, d'avoir tous ces gens-là qui se rencontrent parce que c'est ça qui rend la BD aussi riche qu'elle l'est aussi. Des gens qui arrivent de différents parcours, nos artistes de l'internationaux, on veut les mettre avec quelqu'un d'ici pour qu'on puisse comparer les enjeux, voir si la réflexion est la même ou pas. D'ailleurs, c'était une de mes questions. Comment vous faites votre choix d'artistes invités de l'étranger? Comment vous décidez, en fait, qui vous allez inviter au festival? Il y a beaucoup d'étapes à ça. Je pense qu'il y a toujours des genres
wishlist, désolé pour l'anglicisme, des listes de souhaits d'artistes bien connus qu'on espère toujours revenir, à qui on renvoie une invitation année après année. Ça frôle le harcèlement, notre affaire. Là. Mais le festival, il faut s'établir. Là, ça fait 15 ans. C'est ça. Donc, il y a des invitations qu'on renvoie quasi année après année, souvent aussitôt que pendant l'été. Donc, tu sais, quelques gros noms, on va s'essayer. On sait qu'ils ont des calendriers qui se chargent rapidement. Donc, on envoie quelques invitations assez tôt comme l'été. Ensuite, après ça, ça commence un peu plus à l'automne. Donc, à l'automne, Virginie et Jennifer vont rencontrer, dans le fond, les maisons d'édition qui sont exposantes au festival, vont venir voir un peu, c'est quoi les parutions à venir. Est-ce qu'il y a des nouveaux titres qui s'en viennent, même au niveau, des diffuseurs qui sont au Québec, est-ce qu'il y a des parutions à venir qui feraient que ça vaudrait la peine de faire venir cet artiste-là à ce moment-là? Ouais. Donc, il y a des premiers échanges qui se font là. Après ça, il y a un comité de programmation. C'est ça, je me demandais, parce que le choix, comment lui, il est fait comme tel? C'est Virginie le boss. Quand on parle de prog, c'est Virginie le boss. On va appeler Virginie. Mais dans tous les cas, donc, c'est elle qui a pris la décision de créer un comité de programmation pour venir un peu l'épauler, l'appuyer, essayer d'avoir une vision plus large aussi, parce que elle a beau consommer énormément de bandes dessinées, à un moment donné, on peut pas fournir, on n'a pas nécessairement des intérêts pour tout. Donc, d'avoir ce comité-là qui est paritaire, avec des gens de plusieurs milieux, des gens qui traitent un peu plus manga, un peu plus comics, qui vont être un peu plus connaisseurs du côté franco-belge. D'avoir tous ces gens-là autour de la table, ça permet de moins risquer d'oublier des titres qui pourraient être le fun. Ou avoir des choses qui se répètent, ou avoir les mêmes intérêts, ou la même facette de la bande dessinée qui est représentée seulement. C'est cool, Exactement. Ça. Puis on fait une petite veille aussi par rapport aussi aux noms qui émergent aussi des finalistes BD-listes. Donc, tu sais, c'est sûr qu'au moment de faire la programmation aussi, normalement, nos finalistes BD-listes, on essaie de leur laisser une place de choix. On a la chance depuis quelques années d'avoir même des artistes de l'international qui sont finalistes, qui sont invités, donc avec l'aide de leur maison d'édition, souvent à venir faire un tour au festival. Donc ça, c'est vraiment le fun de pouvoir compter là-dessus. Puis après ça, sinon, tu sais, les invitations, puis le début de la programmation, ça commence au retour des fêtes. Donc, c'est là que ça commence à avancer un petit peu plus. Cette année, on a eu un petit niveau de difficulté de plus parce que on a eu, tout d'abord, à l'automne, une nouvelle comme quoi on avait perdu un financement important qui a eu un impact financier. Donc, ça nous a forcé à revoir certaines décisions, à revoir notre budget aussi, à faire des choix déchirants comme... On avait décidé de mettre de côté les trophées pour les prix BD-listes cette année. Ouais. Donc, Carl Dupéry-Richer, qui réalisait depuis quelques années, malheureusement. Des magnifiques trophées. Des magnifiques trophées. On n'a pas pu renouveler le contrat pour cette année. On a eu une très belle surprise parce que finalement, donc, Carl a décidé de réaliser quand même un des trophées pour le BD-list Québec. Et on a des... BDistes qui nous ont contactés, qui ont décidé avec leur studio de créer des trophées pour les autres prix, pour être sûr que les gens aient des trophées, c'est ça. Donc, nous, on avait maintenu les bourses, mais donc, on a des gens qui ont décidé de venir en renfort, donner un coup de main. Fait que ça a été comme le beau côté, tu sais, même chose, on a créé un encan. Les gens se sont mobilisés pour venir nous appuyer, c'est incroyable. Je voulais en parler parce que vous pouvez donner au festival, c'est une possibilité de faire un don, mais cette année, c'est peut-être la première année où je me souviens pas des autres c'est un encan extraordinaire qu'on a fait cette année pour nous donner un coup de main qui se termine dimanche le 3, donc au moment où cette émission jouera. Ça va être déjà fini, malheureusement. Mais je l'ai plugué hier, je l'ai plugué au show, puis je l'ai plugué il y a 2 semaines aussi avant. Je le sais, merci. Pas de problème. Mais justement, je trouvais ça beau parce que j'ai vu, par exemple, la page couverture de Cab de U-Town. Il y a eu, tu sais, je sais pas à quel point les gens vous l'ont offert ou s'il y avait un petit prix. Tous les prix qui sont à l'encan ont été offerts. De la communauté. De la communauté, des partenaires, des maisons d'édition. On a, tous les prix ont été offerts gratuitement par les gens. On a cette chance incroyable-là. Fait que, tu sais, on a eu cet enjeu-là qui a amené, c'est ça, des belles et des moins belles surprises pendant l'année. Après ça, à l'automne, on savait que le Grand Prix changeait ses dates. Il venait s'installer. On avait essayé de prévoir notre coup, mais finalement, on a dû changer nos dates. Donc, à la veille de l'ouverture des inscriptions pour nos exposantes, on a nos hôtels partenaires qui nous ont avisé qu'ils n'avaient pas réalisé que c'était le Grand Prix et qui devaient tripler le prix des chambres qui nous avait été annoncé. Même pour vous?
c'est ça. Donc, on a dû revoir les dates pour cette raison. Donc, c'est pour ça qu'on est une semaine plus tôt cet été. Cet été, ce mois de mai. On sait pas, on est dans la période floue en ce moment. Ce sera l'été. Il va faire beau. Donc, c'est ça. Donc, on a dû revoir les dates aussi. Revoir les dates en échangeant avec la ville en pleines élections municipales. Fun time. Ouais. Donc, ça a été un automne... légèrement stressant. On va le dire poliment comme ça, légèrement stressant. Je sais pas si c'est l'année passée ou c'est il y a 2 ans de ça. Je marchais avec des amis en direction du nord, puis toi, tu descendais au niveau sud. Et je sais pas avec qui t'étais, j'avais pas remarqué c'était qui. On t'a salué, hey, salut Mélanie, mais t'étais avec la mairesse de l'époque, Valérie Plante, oui. Qui, je pense, cette année-là avait probablement sorti sa BD ou ça devait être. C'était le tome 2 qui venait de sortir. J'étais en train de marcher avec elle vers son espace pour ses dédicaces. Mais nous autres, on te saluait toi. Et c'est sa réaction à elle, juste pas un 10. C'est ce que t'as. Salut! C'est comme non, c'est pas à toi qu'on parle, c'est à Mélanie qu'on salue. C'est pas vous, madame la mairesse. Tu n'as un peu parlé, puis je trouve ça intéressant parce que je pense que les auditeurs des Mystérieux Étonnants ont des fois une fenêtre dans ce milieu-là. Puis je remercie toujours les gens quand ils vont voir les auteurs et les autrices dont on parle à l'émission, qui font partie de la scène québécoise. Comment tu la définirais, toi, cette scène-là qui est foisonnante, qui est en expansion, qui est excessivement créative? Comment, toi, tu la définirais pour les gens à la maison? C'est une excellente question, Benoît. Je suis désolé, je ne te l'avais pas envoyé dans celle que j'avais c'est pas grave, mais moi, ce que j'aime de la BD québécoise, je pense, c'est la diversité. C'est vraiment, autant la diversité dans les sujets qui sont abordés, dans les styles visuels, l'approche justement des artistes, de voir aussi l'évolution de ces artistes-là d'un projet à l'autre. Une des choses qui est vraiment cool qu'on a remarqué au festival, c'est qu'il y avait des gagnants des prix BDList indépendants une année qui devenaient des finalistes ou des gagnants BDList Québec plus tard ou BDList Jeunesse Québec. Donc, de voir un peu l'évolution de ces gens-là. Moi, ce que je pense qui est le fun, c'est de la BD qui est écrite par des gens autour de nous, des gens qui sont proches. Qui reflètent notre réalité. Il y a des bandes dessinées européennes que je vais lire des fois que je trouve formidables, mais ça demeure que le langage m'interpelle un peu moins. C'est pas le je me reconnais moins, c'est ça. Donc, j'ai de la misère à embarquer dans certaines histoires, des fois, de par des choix linguistiques. Probablement pour les mêmes raisons que quelqu'un qui serait pas du Québec aurait peut-être de la misère avec certaines de nos œuvres, mais je trouve ça important de célébrer notre culture d'ici. Puis je trouve que justement, la bande dessinée, c'est incroyable parce qu'on a justement cette rencontre-là donc entre les textes, le visuel. Ça permet, on regarde des gens justement comme Sam Quentin, par exemple, qui a toujours été inspiré par le cinéma, a toujours eu envie de créer pour le cinéma, puis qui, en même temps, des fois, de par les budgets, tu peux pas nécessairement envoyer quelqu'un dans l'espace qui est capable, après ça, de faire Phobie des moments seuls, puis de s'amuser dans sa navette avec son personnage, tu sais. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent plus difficilement être faites, mettons, pour d'autres médiums, mais avec lesquels on peut énormément s'amuser en bande dessinée. Mais c'est quand même fou parce que dans le cas de Samuel Quentin, non seulement il y a de ses œuvres qui ont été adaptées au théâtre, mais il y a le film de Vie les Misérables qui a passé au cinéma l'année passée. Fait que, tu sais, comme pour moi... Avec la meilleure joke de camion de l'histoire du cinéma. La meilleure joke, d'ailleurs, pour avoir la suite de cette blague restée à la fin pour le générique. Il y a une belle... Je le répéterai pas les mots ici, mais il y a un beau petit gag. Mais, tu sais, c'est quand même malade parce que 15 ans, je me serais même pas imaginé qu'il y aurait ce lien-là. Tu sais, je vais revenir aux gens qu'on connaît, mais la gang de Turbo Kid, qui a non seulement une BD maintenant, préquelle, qui ont été faites il y a quelques années, mais un jeu vidéo aussi. Absolument. Tu sais, c'est comme le côté... tu sais, c'est plus juste dans le milieu de la bande dessinée, c'est que ça prend de la place ailleurs. Puis ça, j'aurais pas pu imaginer ça il y a 15 ans. Mais toute la BD jeunesse, de voir ce qui s'est adapté. Jeunesse, mais pas juste jeunesse, mais les adaptations pour les balados, les adaptations pour des séries animées, on en voit de plus en plus. On commence à les voir apparaître à l'écran. Là, il y a le film de la Jean-Jean qui vient d'être annoncé. On a vu très content de ça. Là, mais c'est tellement cool. Ouais. Je peux pas le dire autrement. Je pense qu'il faut être fier de ces projets-là qui réussissent à voir le jour. Puis il faut espérer qu'ils continuent d'avoir du budget pour les soutenir. Une des choses qu'on entend souvent dans le milieu culturel, c'est les gens qui
parfois ont des opinions puis qui se disent ben c'est payé avec mes taxes, c'est payé avec mes taxes, la culture, c'est toutes ces subventions là dont notre festival a besoin, mais dont les créateurs ont besoin, dont les producteurs ont besoin. Ben c'est nécessaire pour que cet écosystème-là puisse vivre. Puis c'est vraiment simple. Hein? C'est super. Puis ces gens-là, excuse-moi, mais ils payent aussi des taxes sur le... Fait que tu sais, l'investissement, au final, il est pas si gros que ça. Il l'est, mais il est pas si gros que ça non plus. Mais c'est pas tout, c'est que toutes les industries ou presque sont financées, sont épaulées, sont encadrées par l'État. Puis après ça, ben une des choses que d'investir en culture fait, en plus de créer de l'emploi, de créer des retombées économiques et beaucoup d'autres choses avec aussi. Ça, c'est une fierté, une culture commune, mais c'est aussi de la garder accessible. Ouais. Donc, récemment, j'entendais l'écrivain derrière la pièce de théâtre Glissant, Glissant. Ça se peut, je suis pas très féru de en gros, tu sais, lui, ce qu'il disait, puis en tout cas, la discussion qui suivait autour de ça, c'est que c'est de plus en plus dur de financer justement des fois des pièces de théâtre ou d'autres activités culturelles. Mais en gros, c'est que pour être capable de faire une production qui a de l'allure, avec des équipes, avec des décors, avec de la musique, avec ci, avec ça, ça coûte cher. Fait qu'après ça, pour être capable de présenter un show de cette envergure-là dans la taille des salles qu'on a, ben ça reviendrait sûrement à 100$ ou plus le billet. Donc, une des choses que ces subventions-là permettent, mais c'est de garder les prix plus bas pour que ça demeure accessible. Donc, c'est la même chose au niveau de la production de livres. On sait que la plupart des artistes, souvent, une des meilleures chances d'avoir des retombées, en plus justement des redevances qui vont toucher sur leurs livres, c'est quand ils peuvent avoir des subventions pour leur donner la liberté de créer des œuvres. Donc, ça a un immense impact sur tellement de gens. Ouais. Puis c'est en bande dessinée comme dans d'autres milieux culturels. T'entrevois ça comment pour le futur, pour la BD Keb? Moi, je suis une personne pleine d'espoir dans la vie. Ah oui? Je suis une optimiste réaliste, mais je suis optimiste malgré tout. Est-ce que tu vois ça grossir davantage? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est important. C'est important de continuer à se l'approprier. C'est un style littéraire qui a connu une croissance au Québec. Je pense que les gens réalisaient pas que la bande dessinée, donc, avait le potentiel qu'elle a réellement. Tu sais, j'ai l'impression des fois de répéter une cassette aussi, mais ça demeure que, tu sais, c'est un outil incroyable pour donner le goût de la lecture. Donc, c'est des livres à part entière, c'est des livres qui nécessitent une complexité pour pouvoir être lus, compris. Donc, tu sais, encourager des gens à lire, jeunes comme moins jeunes, c'est vraiment un très bel outil pour le faire. C'est un outil pour de la francisation, pour de la vulgarisation. C'est aussi, tu sais, juste une excellente manière de communiquer sur plein de sujets. Puis que le référent commun, puis tu sais, je veux dire, je suis coupable là-dedans. Tu sais, on fait souvent la promotion de trucs américains ou mystérieux étonnants parce que le comics est principalement américain. Mais c'est le fun qu'on parle de trucs québécois parce que cette culture-là, elle est commune, c'est la nôtre. Fait que j'aime ça qu'on en fait la promotion. Mais moi, je trouve ça absolument trippant. Je reviens à mes neveux qui lisent La Jean-Jean, qui lisent Aventurosaure. Puis tu sais, en plus ils connaissent Marvel, c'est correct, mais ils trippent aussi là-dessus, puis pour eux autres ils voient pas la différence. C'est quelque chose qu'ils aiment, puis qu'ils consomment, puis qu'ils veulent acheter ou avoir à leur fête. Puis j'aurais pas pu m'imaginer ça il y a comme 15 ans. Sûrement que ça existait, mais pas à l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais, La Jean-Jean est probablement un des grands responsables justement de cette ouverture-là vers la BD québécoise jeunesse. Puis ces kids-là éventuellement vont aussi lire des trucs. Quand ils vont vieillir, ben ils vont lire autre chose. Absolument. C'est comme toute la génération Harry Potter. Ils lisaient Harry Potter, mais quand il n'y avait pas d'Harry Potter, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lisaient autre chose. Ils étaient à la recherche d'autres trucs pour aller gratter cet intérêt-là pour la lecture. Je pense que c'est la même chose pour les jeunes qui consomment la BD québécoise aujourd'hui. Éventuellement, ils vont continuer. Ça en fait des lecteurs pour demain également. Fait que ça, c'est important. Quelque chose qui est vraiment cool cette année, c'est que justement, on a 2 prix jeunesse au festival. On a le prix Jeunesse Québec qui a été créé vraiment pour de la BD, donc publié par des maisons d'édition québécoises, des artistes donc du Québec. Mais il y avait le prix BD-Lys Jeunesse qui existait déjà. Puis ça, c'est un jury qui se passe, c'est des jurys de lecteurs dans des bibliothèques. Donc, c'est des jeunes lecteurs encadrés avec des bibliothécaires. Puis, depuis plusieurs années, donc, il y a des bibliothécaires qui font une présélection de livres. Puis après ça, les jeunes lisent ces livres-là, puis reviennent, vont débattre, vont en parler, vont échanger. Cette année, il y a 2 des 5 titres qui ont été retenus,
qui sont par des auteurs-autrices du Québec. C'est cool, ça. C'est la première fois que ça arrive. Donc, dans tous les lots, c'est ceux-là qui ont choisi. Et ça Donc, vient des jeunes, ça vient pas de... Absolument. Ça vient pas de nous c'est autres, pas des les lectures vieux. imposées, c'est des lectures sur lesquelles ils ont tripé. Puis, c'est eux qui viennent remettre le prix aussi à notre soirée d'ouverture. Oui, je sais. Ouais. D'ailleurs, cette soirée-là, je sais jamais, est-ce qu'elle est ouverte au public? Ou... Elle n'est pas ouverte au public, principalement aussi parce qu'on est limité dans l'espace, dans la capacité de la salle. Mais c'est ça, c'est vraiment, ça se veut un rassemblement pour le milieu, les artistes, les maisons d'édition, les membres de jury aussi qui sont invités à venir faire un tour. Donc, c'est vraiment une petite célébration pour venir ouvrir le festival puis annoncer les gagnants-gagnantes c'est BDS. C'est fort plaisant. J'étais allé l'année passée pour la première fois. Faut dire que moi, j'ai pas fréquenté les endroits clos pendant longtemps. J'ai eu une phobie intense de la COVID. Et donc, quand le festival a commencé, est revenu là, à part entière, j'essayais de pas rentrer dans les lieux. C'était un petit peu... Mais l'année passée, je me suis permis. Puis j'ai tellement eu du fun. Puis ce que je trouvais vraiment cool, c'est de reconnaître des visages, des gens que j'avais soit interviewés, que j'avais vus au festival. Puis de voir que tout ce monde-là, finalement, se connaissait puis qu'il y avait un lien. Puis je trouve que c'est... au-delà des produits ou des œuvres qu'on en tire de la BD québécoise, c'est la communauté qui va la nourrir. Je trouve ça intéressant de la voir active puis enthousiaste. C'est pas... moi, je me souviens quand j'étais jeune, la BD, c'était un médium de loser. Tu consommais peut-être de la BD d'Astérix ou du Tintin quand tu étais jeune, tu à la librairie, la bibliothèque, mais sinon, il y avait pas de suite à ça. Aujourd'hui, tu peux en faire un métier ou comme ça peut être quelque chose de super intéressant. Il y a un public qui est là pour le consommer, puis une communauté qui est là pour l'appuyer. Je trouve ça super beau à voir. Ça demeure un milieu très difficile quand on veut percer puis en vivre, mais ça demeure que il y a des opportunités, il y a des maisons d'édition, il y a plein de monde pour venir en parler, puis je trouve qu'on en parle de plus en plus sur la place publique aussi. Il y a de plus en plus d'animateurs, d'animatrices qui en parlent dans leurs émissions, que ce soit à la radio, à la télé, dans leur balado. On essaie. Donc, tu sais, les gens parlent de plus en plus, puis maintenant, tu peux avoir une tante qui te parle d'une bande dessinée qu'elle a lue à Noël, ce qu'on n'aurait pas eu, je pense, il y a 20 ans, c'est certain. Non, un article Donc, sur Jimmy Souzan avec sa nouvelle BD dans la presse, par exemple. Puis là, on fait un article de retour parce qu'il a gagné un prix. Je trouve ça cool qu'il y ait ce genre d'intérêt-là aussi de la part des gens qui couvrent qui sont dans les médias. On aura d'ailleurs une magnifique entrevue dessinée avec Jimmy Souzan au festival. Je suis tellement content pour lui. Là. Il a tellement travaillé fort et longtemps. Puis pendant un bout, il n'a pas fait de BD. Il a tout le temps été en pub ou lié à l'art. Mais là, il sort sa BD. Bang, ça lève. Jimmy, ses oreilles doivent filer parce qu'il habite juste à côté ici. Là. Mais je suis vraiment content pour lui. Je trouve ça beau de voir tout l'amour que les gens ont pour sa bande dessinée. Moi, je confirme que ça a été un de mes coups de cœur de la dernière année. Beaucoup, beaucoup aimé. Puis c'est le fun de voir... justement, c'est quelqu'un qui a été très inspiré par le comics. Donc, tu sais, quelqu'un, justement, qui tripe sur le comic book, qui aimerait s'essayer avec une BD québécoise. Moi, c'est la première que je lui mettrais entre les mains, je pense, parce que on voit son style éclaté, on voit son influence de la pop culture en grandissant. C'est un grand nerd, Jimmy. Tellement. Mais je trouve que ça transparaît tellement bien dans sa bande dessinée. Puis de parler aussi d'un sujet qui est aussi sensible, difficile comme le racisme, qui est aussi important, je pense, à un moment comme aujourd'hui où est-ce que on entend bien des bêtises un peu partout. Voilà. Oui, je garderai ça simple comme ça, mais donc je trouve que c'est une lecture importante et qui fait du bien. Oui, Migration, le titre de la BD de Jimmy, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Puis d'ailleurs, il y a une entrevue dans les archives des Mystérieux Étonnants, si vous voulez aller jeter un coup d'œil également. Je vais revenir au festival parce que je veux rendre à César ce qui revient à César, surtout à ton équipe et aux bénévoles qui font en sorte que le festival a lieu. Parlons un petit peu de la logistique avant, pendant et après, parce que ça, on oublie toujours ça, mais il y a toujours le démontage, les post-mortem. Comment ça fonctionne, la logistique au FBDM? Tu parles vraiment de la logistique de l'événement, parce que comme je te disais, moi je prépare la première subvention pour 2027, fait que je peux remonter loin au besoin, mais... Qu'est-ce que ça implique, admettons, dans les moments avant le festival, pendant, comme le côté que les gens se doutent pas là, que tu te couches à 3h du matin, même si les portes ferment à genre 20-21h. Là. Oui, ben dans le fond, nous, on a une équipe de sécurité qui est là. À partir du moment où est-ce qu'on vient fermer la rue, il y a une équipe de sécurité qui est là. Donc, veut pas... les gens laissent leur matériel sous les chapiteaux, donc ça prend des gens qui surveillent, qui s'assurent que tout se passe bien. Mais sinon, donc nous, on commence la fermeture de rue dès mercredi sur Saint-Denis. Donc, on vient fermer, on commence après ça donc à installer les chapiteaux, les clôtures qui viennent aussi sécuriser un peu. On se fait livrer nos toilettes, ça sonne nono, mais ô combien nécessaire. Quand il y a 100 000 personnes sur un site, c'est nécessaire. Exactement, on se fait livrer des tables de pique-nique de la ville, on reçoit
Donc, beaucoup de matériel, on vient installer, préparer le site le plus possible. Puis après ça, en parallèle, on va avoir donc les gens qui commencent à venir s'installer dans les chapiteaux. On termine d'installer donc la signalisation, que ce soit les bannières qui vont sur les tentes, que ce soit les expositions, que ce soit les plans de site. On a un travail à faire aussi pour... l'accueil, j'imagine, des artistes, des artisans. Absolument. Donc, les cocardes et tout à l'espace VIP. On a l'accueil des bénévoles. Donc, tu sais, là, présentement, on est encore en période de recrutement, puis on le sera quasiment jusqu'au festival. Combien de bénévoles à peu près au total? Normalement, on essaie d'aller chercher plus de 150 bénévoles au festival pendant l'année. Ce à quoi se rajoutent les bénévoles aussi qui sont impliqués pour les jurys BDLIS. Ouais. On a aussi quelques bénévoles impliqués à l'année qui nous appuient aussi. Mais, tu sais, au total, c'est au-dessus de 150 bénévoles dont on a besoin pour réaliser l'événement. Donc, autant des gens qui vont faire de l'accueil, tenir les boutiques, qui vont aider justement sur nos équipes volantes, autant à venir bouger du matériel, installer des expos, que on a une super escouade de rafraîchissement et réconfort là, depuis 2 ans qui distribue des cafés, des snacks, des collations aux BDistes puis aux maisons d'édition qui peuvent pas partir de leur kiosque des fois parce que c'est achalandé. Ils sortent pas beaucoup, hein, fait qu'ils sont très faibles devant le soleil. C'est exactement, faut en prendre soin. Donc, on sait qu'il y en a quelques-uns qui ont l'occasion de prendre des pauses dans la fin de semaine, mais pour les autres, on pense à eux aussi, puis on essaie de leur amener un petit breuvage, un petit quelque chose à grignoter. Puis c'est un travail quand même à l'année, non seulement pour le festival, mais vous faites des événements habituellement durant l'année aussi ponctuels. Peux-tu nous parler un peu de ça? Il y a eu des expos par le passé, il y a eu ce genre d'événement-là qui est organisé par le FBDM ou en collaboration avec le FBDM. Je dirais qu'il y en a eu un peu plus par le passé, puis une des choses qui a été difficile depuis l'arrivée sur Saint-Denis, c'est que le festival sur Saint-Denis, justement avec sa logistique plus importante, demande énormément de temps, d'énergie. Donc pendant quelques années, on essayait justement d'avoir un espace BD québécoise au Comic-Con, entre autres. C'est vrai. On essayait justement de faire des collaborations. On avait un colloque en bande dessinée, donc pour parler un peu plus de la recherche autour de la BD aussi. Mais malheureusement, c'est des choses qu'on a dû mettre sur la glace pour la santé de l'équipe, je dirais, dans les dernières années. Donc, on a dû apprendre à dire non un petit peu plus. C'est sûr que c'est des projets qu'on va vouloir relancer quand l'équipe sera un peu plus solide, avec une capacité un peu plus grande. Mais pour l'instant, on se concentre davantage donc sur le festival puis un peu sur mes mois de la BD aussi, donc qui nous permet d'avoir des activités ailleurs dans la ville, d'avoir davantage d'activités de médiation culturelle aussi. Mais je dirais que les dernières années, on a dû se concentrer davantage sur le festival, puis ça nous a forcé à prendre des décisions un peu déchirantes par moment aussi. C'est partie de la game, malheureusement. Tu parlais un peu tantôt, là, on parlait du futur du festival, on parlait de l'encan, du don. Est-ce que, excuse-moi, c'est un peu plate comme question, mais est-ce qu'il y a un danger que le festival éventuellement ferme ses portes à cause des enjeux financiers? Je dirais que non. Je pense pas qu'on est là présentement. Okay. Mais un peu comme... n'importe qui et n'importe quoi que tu aimes dans ta vie, je pense qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Exact, oui. Donc, on est un événement gratuit. On met beaucoup d'efforts. On dépend, entre autres, de financement public. On a un peu de financement privé. Il y a encore du travail à faire, donc au niveau de la recherche de commandites et tout. On essaie de développer tranquillement le côté un peu plus philanthropique, donc avec les dons depuis quelques années. Cette année, les gens qui voudraient faire un don, dès que c'est un don de plus de 25 $, il y a un plan de reconnaissance. Il y a la possibilité d'avoir un reçu pour fin d'impôt aussi. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent nous aider, c'est possible de le faire, donc en ligne sur notre site web ou au festival. Mais sinon, de manière générale, je pense qu'avec, tu sais, je pense que le festival a encore une belle vie. Devant. Je pense que il y a des gens passionnés pour le porter. Je pense que on a un appui incroyable. Donc là, cette année, donc, le festival est présenté donc par la SDC rue Saint-Denis, par Télé-Québec aussi, qui est collaborateur depuis quelques années. Mais on a aussi un immense soutien du gouvernement provincial. Puis je dois le saluer parce que c'est vraiment sans eux, on serait pas capable justement de livrer le festival. Donc entre autres avec la SODEC, le ministère du Tourisme. Donc on reçoit quand même des subventions importantes qui nous permettent justement de maintenir la gratuité de l'événement. On a du soutien au niveau municipal, au niveau fédéral, là, mais faut juste pas le prendre pour acquis, puis il faut en prendre soin. Vous avez reçu quelquefois des invités de nos voisins du Sud qui font dans la bande dessinée, puis je pense qu'il y avait des gens, oh mon Dieu, là j'ai un blanc de mémoire juste parce que je voulais dire le nom, Honey Press, il y a quelques années qui sont venus, qui disaient que le milieu de la BD québécoise leur faisait penser beaucoup à le milieu de la BD chez eux, en tout cas où Honey Press
a ses activités. Est-ce que quel genre d'autres feedbacks que tu as eu des gens de l'extérieur? Est-ce que tu es en mesure de nous répondre par rapport à ça? Est-ce que les gens qu'est-ce qu'ils pensent du milieu de la BD québécoise qui fréquentent le festival? Nous, ce qu'on a, c'est pas mal toujours des coups de cœur. Mm-hmm. Autant, donc, les artistes européens qui viennent faire un tour, il y en a plusieurs des fois, tu sais, qui arrivent, qui viennent à notre soirée d'ouverture, puis sont comme, il dit, d'habitude, j'aime pas ça, ces soirées-là. Mais dis-vous, quand on arrive... Le party. Tout le monde... Non, mais c'est pas juste ça, c'est que tout le monde s'encourage. Mm-hmm. C'est pas des genres de compétition malsaine. Je pense que les gens sont là, ils se soutiennent, ils s'encouragent, ils s'aiment. Ouais, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Exactement, tu sais, c'est vraiment une belle communauté, puis les gens se sentent accueillis. Nous, on s'assure, tu sais, qu'il y a des occasions de rencontrer les gens pour pouvoir profiter de leur fin de semaine. On essaie aussi de leur faire un séjour où est-ce que ils sont pas là juste pour 2 jours. T'sais, on leur permet d'arriver une journée avant, d'avoir le temps de circuler, de voir le festival un peu, de rencontrer du monde, d'avoir leurs activités, puis de pouvoir repartir. Donc, on essaie aussi de créer ce confort-là quand ils sont là. Mais tu sais, on a des maisons d'édition françaises puis qui viennent à leurs frais parce qu'ils ont envie de défendre leurs œuvres ici. Ils ont envie justement de faire partie de l'événement. On a des gens des États-Unis qui viennent aussi, d'ailleurs au Canada. Mm-hmm. Fait que tu sais, ça, cette espèce d'engouement-là, d'intérêt-là, on le sent de plus en plus. Donc, les gens s'intéressent à la BD québécoise. Il y a des collaborations avec des artistes d'ici, puis des maisons d'édition étrangères de plus en plus qui se font aussi. Il y a du repérage qui se fait au festival. Donc, ça, c'est aussi des choses dont on a eu vent. J'avais pas pensé de ça. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui viennent faire du repérage au festival de plus en plus. Quand il y a des gens qui viennent faire du repérage, habituellement, c'est que t'es sur quelque chose. Quelque chose de bon. Mais tu sais, je le sais aussi que pour la suite des choses pour le festival, c'est sûr qu'on est rendu, je pense, le plus grand événement dédié à la bande dessinée au Canada, possiblement plus, mais... Au Canada? Oui, absolument. OK. Mais, tu sais, je pense que ça a vraiment le potentiel, de par le fait en plus que c'est un festival bilingue, de devenir vraiment une plaque tournante pour la bande dessinée, un peu comme Angoulême peut l'être justement en France présentement. Je pense que le FBDM a la capacité de possiblement devenir cette espèce de plaque de rencontre justement pour les gens du milieu de la BD, autant francophones qu'anglophones, pour le futur. Ouais. C'était une de mes questions d'ailleurs, comment vous balancez le côté franco-anglo? Est-ce que vous voulez une certaine parité au niveau de la représentation ou comment vous balancez en fait le côté francophone-anglophone? Bien, déjà, au niveau de la programmation, on a une programmation paritaire depuis plusieurs années. Ça, c'est vraiment une des fiertés qu'on a avec l'équipe. Donc, au niveau de la programmation, donc ça, c'est paritaire. Sinon, par rapport à la représentation, autant des artistes que des exposants, exposantes, c'est toujours majoritairement francophone, majoritairement du Québec. Okay. Ça, c'est quand même important. On est à Montréal, on est au Québec. Notre but, c'est de célébrer d'abord et avant tout ce qui est produit ici. On le sait que c'est la plus belle occasion de rayonnement pour les gens du milieu. Donc, c'est à eux, tout d'abord, qu'on veut offrir une plateforme. Puis après ça, il y a beaucoup de monde intéressé. On refuse de plus en plus de gens comme exposants, exposantes à chaque année. C'est un gros travail de curation qui est fait par l'équipe là, pour être capable justement de sélectionner les gens qui peuvent accéder au festival, mais c'est un beau problème. C'est un beau problème. Ça. Quand les gens commencent à cogner à ta porte puis tu dis non. Exactement. C'est ça. Hey, je veux, parce que je vois que tu as des beaux petits cartons, puis je veux te faire parler un peu de ta programmation pour donner envie aux gens à la maison d'aller visiter le site du festival durant le week-end. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les choses sur tes beaux petits cartons, qu'est-ce que tu as que tu pourrais nous donner? Au niveau de nos artistes invités, on a de la bien belle visite qui s'en vient nous voir. Donc, j'ai parlé de Boulet rapidement tantôt. On a Anis El Amouri, que certaines personnes ont rencontré peut-être il y a 3 ans, BDiste belge qui avait fait entre autres Il brûle, qui revient donc pour le tome 2. On a E.M. Carole qui réalise de la BD un peu plus de type horreur, qui est vraiment excellente, qui m'a été fortement recommandée. On a le duo Elisabeth Pitch et Jonathan Kunz, le duo derrière War and Peace. S'il y a des gens qui sont un peu sur Instagram, vous l'avez sûrement vu passer, c'est un style un peu éclaté, légèrement trash, avec des enjeux environnementaux et tout, mais je le recommande fortement, bien drôle. Bien drôle. Je pense que t'aimerais ça, Ben. Oui, ben moi, tu me parles un peu. Là. Je l'ai pas vu, par contre. Je sais pas de quoi il s'agit. On a sinon 2 artistes du Brésil, Danilo Beirut et Hugo Canuto, qui seront de passage. On a Michael Defort avec son univers extrêmement éclaté qui sera de passage. On a Laurie Agusti qui a été dont le dernier livre Rouge Signal a été maintes fois souligné justement dans les derniers mois, et on a Arthur Depin qui entre autres sa plus récente BD Night Club qui connaît quand même un très beau succès. C'est vraiment du très beau dessin.
Donc, voilà. Puis sinon, au niveau plus des activités... Oui, parce qu'il y en a plein. Là. C'est pas juste de la BD puis des exposants. Plus là. de 60 activités gratuites. C'est quand même énorme. Là. C'est gratuit tout ça, là, on vous le rappelle. Puis c'est pour la famille, mais pas juste. Non, donc, il y en a pour adultes, il y en a pour les plus jeunes. Il y a un peu de tout et du plaisir assuré. Mais entre autres, donc, on a, avec l'aide de... François Vigneault produit une exposition qui s'appelle Confluence sur les mondes de la BD québécoise qu'on va présenter justement à BDphil en fin de semaine, donc en Suisse. Cette exposition-là, donc on l'a adaptée, on va la présenter au festival. Donc cette année, on a décidé que pour notre 15e, c'était pas un pays invité qu'on voulait, c'est la BD québécoise qu'on voulait mettre à l'honneur. Donc c'est une méga expo sur la bande dessinée québécoise, 24 artistes actuels majeurs qui sont présentés avec aussi un peu plus d'informations sur les différents courants qui influencent la BD québécoise. Donc, c'est vraiment un must à aller voir. Donc, ça va être au centre du parcours dans la zone d'activité. Ça va être notre exposition phare cette année. Sinon, donc, au niveau des tables rondes, on en a quelques-unes de très le fun, comme Au-delà de la couleur avec Laurie Agusti, Christian Quesnel, Paul Bordelot. Il y en a une qui s'appelle Knowledge is Power, qui parle de résistance en bande dessinée. Donc, je pense qu'en 2026, je pense qu'il y a certaines personnes qui se sentiront interpellées. Il y a aussi une table ronde sur longue vie à la chevalerie, donc un sujet qui revient un peu dans certaines bandes dessinées publiées dans la dernière année. Et pour les fans de comics, Superheroes Forever, Messing with the Archetype, avec Mike Cho, Geogic et Sweeney Boo, entre autres. Donc, ça devrait être des tables rondes super intéressantes. Sinon, au niveau des conversations dessinées, on a donc Trame sonore de jeunesse, donc une rencontre entre Ben Tardif puis Hélène Becklin, dont les œuvres justement parlent un peu de musique qu'ils écoutaient en grandissant. Donc où est-ce qu'on voit un peu l'espèce de petit côté nostalgique lié aussi avec la trame sonore. Donc moi ce que j'ai réalisé avec les dernières années, donc Ben Tardif qu'on connaît entre autres pour les illustrations des livres chez ta mère, là, la maison d'édition de ta mère, qui est, et non pas chez ta maman. Pas ma maman à moi, ma maman n'est pas impliquée là-dedans, mais oui, il a d'ailleurs signé la récente couverture de Marie-Lise Rousseau pour les années... la musique dans le sang. Parfait. Oui, une histoire orale de musique plus. Bon, je l'ai interviewé, le titre est long. Hein, fait que... Oui, donc c'est excellent artiste. Mais BD, justement, qui retrace un peu, je pense, ses intérêts personnels, donc autant pour le hockey que la musique, et qui résonne beaucoup avec des choses que moi aussi j'écoutais et des lieux comme l'X que je fréquentais plus jeune pour aller voir des shows de musique. Excellent. Écoute, t'avais-tu autre chose, excuse-moi? Non, sinon, pour les animations, on a le duo donc de War and Peace qui va aller faire de la lecture en direct aussi. Ça risque d'être fort intéressant. Plusieurs ateliers de création. Puis surtout, venir rencontrer, on attend plus de 350 BDistes cette année. C'est vraiment une occasion incroyable. Ils sortent de leur studio, ils sortent de leur sous-sol pour venir vous voir. C'est important de leur donner un peu d'amour. 3% d'entre eux vont mourir du soleil. Hey. Non, on les garde à l'ombre maintenant. Mais non, c'est ça, c'est important de venir prendre le temps de les rencontrer, de leur donner un petit peu d'énergie pour qu'ils repartent en production après. Exactement, on va leur donner un boost pour leur prochaine création. Puis tout ça, en fait, l'entièreté de la programmation, les activités, les invités sont sur le site du FBDM, fbdm-mcaf.ca. Donc puis aussi pour donner un don et consulter l'encan qui sera terminé malheureusement quand l'épisode va sortir, mais l'année prochaine. S'il y en a un autre. Le but, c'est pas qu'il y en ait un autre l'an prochain, mais les dons seront toujours actifs. Oui, OK. Donc, certain. Les dons, au moins, sont actifs. Puis, allez consulter la liste de l'encan, des choses sur lesquelles vous n'avez pas misé. Gang de cheap. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, Mélanie. Je rappelle que le festival va avoir lieu les 15, 16 et 17 mai prochains sur la rue Saint-Denis. Oui, c'est en plein air, entre les rues Guilford et Roy. C'est un événement exceptionnel, unique. Je suis super content que ça soit à Montréal, puis de voir... du monde vraiment motivé et content d'y être, autant les BDistes que les gens qui visitent le festival. C'est un bel événement. Oui, puis si je peux me permettre un dernier petit commentaire, j'aimerais souligner le travail incroyable de notre petite équipe. Oui. Donc, Virginie Monreno, directrice de programmation, qui, après cette édition-ci, donc deviendra co-directrice générale et directrice artistique. Jennifer Pluznikov, qui est responsable, donc BDLIS et exposante. On a aussi Mathilde, notre stagiaire, qui s'est jointe à nous, qui est en renfort présentement, qui nous aide à livrer cet événement-là, et tous les bénévoles qui nous aident parce que
jury aussi. On n'y arriverait pas sans vous. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Et venez nous voir 15 au 17 mai. Et merci à toi. Merci à toi. Bravo. Bravo pour ce que tu as fait. Puis bonne chance pour tes prochaines activités. Merci puis, beaucoup. Anyway, on va t'en voir au festival, c'est sûr. C'est sûr. OK. Bye. Faites attention à vous autres. Bye. Bye.